Salut et bienvenue dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'une apocalypse? Une révélation, un dévoilement, dans son sens étymologique. Une révélation qui peut être religieuse ou qui peut être la levée d'un voile qui est soit extérieur à soi, un voile qui masque ce qui est en train de se passer derrière, soit un voile intérieur, une des strates de filtre qui nous fait interpréter subjectivement le monde. Dans les deux cas, le monde vient de changer. Que le voile ait été levé, déchiré, ouvert, la perception entière de ce qu'est le monde et ce qu'on y perçoit ne sera plus jamais la même. L'apocalypse, par extension, est pensée généralement comme la fin du monde. On pense à l'apocalypse thermonucléaire avec les poussières projetées par les bombes qui font un linceul au-dessus de la Terre et coupent la relation au Soleil, coupent les rayonnements, la production photosynthétique pendant quelques années, qui suffit à effondrer la totalité des chaînes trophiques, la totalité des pyramides alimentaires et des chaînes. Ce type d'apocalypse est une apocalypse qu'on pourrait qualifier de totale. L'apocalypse, tel que je l'entends pour l'instant, n'est pas encore de cet ordre-là, même s'il est tout à fait possible que l'emballement de la situation en Iran finisse par dépasser tous les plans les plus diaboliques des génies qui nous gouvernent. Le sujet pour l'instant ne sera pas ça. Que vous le vouliez ou pas, que je le souhaite ou pas, le monde dans lequel nous avons vécu pendant 3 générations vient de prendre fin. Certains ont pu goûter à la fin de ce monde avec anticipation. Gaza a pu expérimenter les charmes du nouveau monde. L'Iran la vit maintenant. Et bien entendu, tous les pays ou tous les lieux qui payaient pour la domination de l'Empire américain et de ses alliés occidentaux ont connu une expérience assez différente de celle qui est décrite en France, par exemple, comme les 30 glorieuses et la période d'abondance relative, de richesse, d'énergie. Qu'on soit parmi les gagnants ou les perdants du jeu à une époque, le jeu vient de changer complètement. Même si la situation en Iran n'escaladait pas plus que là où elle en est, c'est-à-dire des frappes sur des centrales nucléaires, toutes les implications géopolitiques, économiques, technologiques, énergétiques de ce qui s'est déjà passé font que le monde que nous connaissions avant le 28 février n'existe plus et n'existera plus de tout notre vivant. La nature des révélations, la nature d'un dévoilement peut changer assez profondément selon qu'on perçoive un dévoilement objectif, un objet masque quelque chose, il est enlevé et ce qui était masqué au vu de tous les êtres partageant le même type de sensorialité leur apparaît maintenant. Donc ça, c'est le type de dévoilement qui correspondrait à la mise au jour de fonctionnement caché de nos sociétés. C'est le type de dévoilement que représente par exemple l'affaire Epstein, ou tout ce qui a pu être sorti dans les différentes affaires exposées par les lanceurs d'alerte dans les dernières décennies. Wikileaks, les Panama Papers, tous les différents scandales qui ont pu montrer les types de fonctionnement de nos sociétés, de nos États, de nos gouvernants, et à plus grande échelle, pour le cas de l'affaire Epstein, du pouvoir en lui-même. Ce type de dévoilement ne change pas de manière radicale
ce que les êtres sont et la manière dont ils perçoivent le monde. Un deuxième type de dévoilement, un deuxième type de levée de voile ou d'ouverture de voile correspond à un dévoilement subjectif, une apocalypse subjective, donc une apocalypse intérieure, qui n'affecte pas nécessairement tout ce qui se passe autour, mais qui va changer de manière définitive, ou en tout cas très profonde, ce qui génère notre monde perçu. Le monde que chaque sujet individuel perçoit en propre. Ce type de voile, ce type de levée de voile correspond à une analogie comme celle employée en PNL des strates de filtres culturels, de filtres du vécu, de filtres de préférence, de filtres générationnels, qui laissent traverser certaines informations et qui en bloquent d'autres et en déforment encore d'autres. Ces changements intérieurs, qui peuvent être positifs aussi bien que négatifs, ces levées de voile ou ces changements de voile, ouverture et fermeture de différents types de rideaux, peuvent correspondre à différentes choses. Ils peuvent correspondre à un grand niveau, à ce qu'on appelle une illumination. L'intérieur de l'être est dans l'ombre, ou dans une forme d'obscurité, d'imperméabilité à la lumière de la conscience ou à un autre type d'illumination. Le rideau s'ouvre et la lumière rentre. L'éveil où les voiles des yeux se lèvent et la lumière du monde réapparaît avec la continuité de mémoire du monde objectif et un type de dévoilement, un type de révélation quotidienne. Les types de changements de voile ou de filtre beaucoup plus courants sont ceux qui correspondraient à l'éveil de part de soi ou de différentes voies de soi dans les narrations du soi divisé ou du soi pluriel. Des signaux ou des évocations externes incitent l'être à utiliser une part de lui, une émotion, un réglage, une voix ou une sous-personnalité, suivant les analogies et les narrations qu'on emploie, qui est spécifiquement adaptée à ce type de situation, ou qui est au contraire pas du tout adaptée, mais qui est celle qui est évoquée traumatiquement par un type de situation. Vous avez déjà vécu une situation de harcèlement, une situation de violence. D'une manière ou d'une autre, vous avez survécu. Les types de réglages, les types de réponses physiologiques, psychologiques et autres qui ont été employés et qui sont pris comme étant une partie de la capacité de survie qui a été manifestée, ont été enregistrés dans une espèce de console, si on emploie une analogie électronique ou mécanique. Et plutôt que d'avoir à chaque situation à recréer un réglage aléatoire, ce réglage d'ensemble du fonctionnement respiratoire, des types de réactions physiologiques, a été pris en un bloc et enregistré et collé à la situation. Quand la situation externe se remanifeste, le réglage se remanifeste. Dans une narration beaucoup plus organique, un aspect de vous a vécu une situation et est resté bloqué dans le passé dans cette situation. Quand une situation ou des indices évoquent ce qui a été vécu, cette partie-là est réactivée, cette mémoire est réactivée et réactualisée. Les changements d'émotions correspondent à différents voiles qui vont colorer le monde différemment et faire apparaître des choses très différentes, même si la réalité extérieure, même si les voiles extérieurs, eux, n'ont pas changé. La scène qui est présentée
sur le théâtre de la conscience est la même. Par contre, les filtres intérieurs, les lentilles qu'on emploie pour percevoir le monde ont changé. On pourrait projeter un troisième type de voile, qui serait un type de voile relationnel, situé exactement à l'intermédiaire entre l'objectif et le subjectif, et qui serait qualifié soit de relationnel, soit de relatif. Mais pour l'instant, je vais rester sur ces deux notions. Une révélation et une apocalypse interne, une révélation et une apocalypse externe. Les révélations seraient plutôt perçues comme quelque chose de positif. On vivait dans une forme d'illusion, dans une forme de déni ou d'inconscience de quelque chose, et quelque chose nous est montré. Suivant la capacité à endurer ou à recevoir l'information, la chose peut être perçue comme un gain d'information très utile, voire vital, ou au contraire comme une attaque directe sur les fondements de nos narrations du monde, sur nos manières de fonctionner, selon la capacité d'absorption, d'élasticité, de résilience, dans le terme mécanique dans le sens mécanique du terme, pas dans son sens corrompu ou tordu. Donc, cette capacité à recevoir quelque chose, éventuellement à l'intégrer, et ensuite à retrouver un degré de réceptivité suffisant. Si ça n'est pas présent, toute information excessive va saturer le milieu. La réception d'une force, quand une raquette est élastique, lui permettra de la renvoyer ou de faire un amorti ou de la dévier ailleurs, ou juste de la garder. Si la raquette est beaucoup trop tendue ou beaucoup trop lâche, la même force pourra déchirer la raquette, déchirer les fils de la raquette, la trame. Donc il n'y a pas d'absolu dans ce qu'est un événement. L'apocalypse qui est en cours et qui est totalement, absolument inévitable, que ce soit à court, moyen ou long terme, tous les fondamentaux de notre monde ont changé et vont créer des cascades d'effets secondaires. Et les dominos vont vous toucher et me toucher inévitablement, sous une forme ou une autre. Cette forme d'apocalypse n'est pas nécessairement une montée vers le pire. La perte de la normalité n'est pas nécessairement une perte du bon. La forme de paresse que nos sociétés d'abondance finissent par créer en nous, même si l'abondance est toute relative, puisqu'on ne peut pas dire qu'on est des sociétés d'abondance, de relations humaines positives, des sociétés d'abondance, d'émotions, de spiritualité, de joie. On a des sociétés d'abondance de matière. On a des tas de petites briques. N'importe quel pauvre des sociétés occidentales a accès à plus que les plus grands rois des périodes médiévales ou antiques. Et pourtant, rien de tout cela ne nous remplit directement. Par contre, les quantités de voiles qui permettent d'atténuer le contact avec le monde nous donnent une sensation qui peut être perçue comme agréable ou qui peut être perçue plutôt comme pas désagréable de protection. La perte de ces bulles, qui peut être vécue par n'importe qui allant voyager dans des endroits un petit peu roots comme l'Inde par exemple à l'ancienne, la perte de toutes ces petites bulles sociales ou de toutes ces bulles culturelles de protection autour de l'être est perçue comme une menace immédiate. Mais dans un autre sens, dans une autre perception des choses,
Les bulles qui nous entourent sont des armures, des filtres. C'est aussi, ces armures sont ce qui nous empêche d'être hachés par les lames des adversaires, percés par toutes les flèches de l'adversité. C'est aussi tout ce qui nous empêche de recevoir le baiser du monde, le baiser de la vie, les caresses de la vie, l'embrassade de la vie. C'est tout ce qui nous donne cette sensation de dissociation et de distanciation du monde, qui fait paraître la vie terne et lointaine. Une manière de percevoir ce qui se passe actuellement, c'est que le jeu se rouvre. Vous venez de passer dans une partie un peu plus tonique de la partie. Et comme dans tout jeu et toute partie, vous avez une agentivité, vous avez une capacité d'action. Et vous avez aussi dans le jeu une responsabilité, une capacité de réponse. Capacité de réponse à des questions par l'implication, par la curiosité, par l'intérêt, la perception, la communication. Une capacité de réponse aux situations par le développement de compétences, d'attributs, et une capacité de répondre de ses actes par l'autorité propre qu'on prend sur sa vie, sur ses actions, sur les conséquences de chacun de nos choix, et qui peut être exposé directement aux alliés de notre milieu social. Nos choix ont des effets sur tous les autres êtres autour de nous, notamment immédiatement sur nos proches. La responsabilité, c'est l'acceptation totale du fait d'être questionné par ses proches, par ses autres, ou par du coup ces autres plus lointains, qui découle du fait qu'on a l'autorité sur nos actions, qu'on a une mesure de compétence et qu'on est renseigné et conscient de nos actions. Une personne qui n'a ni capacité de percevoir ni capacité d'action est considérée légalement dans nos sociétés complexes comme irresponsable. Et en pratique, pratiquement tous dans le monde moderne, nous sommes irresponsables. Pratiquement tout ce dont on bénéficie, toutes les énergies, toutes les richesses, toutes les productions, tout ce qui nous entoure, nous n'avons pas la moindre idée d'où ça vient, comment c'est produit, ce que ça implique de le produire, les souffrances des différents êtres vivants, des lieux, des humains, que la production de tout cela, le transport implique. Nous prenons la jouissance, la totalité de notre responsabilité est juste un paiement, un transfert, qui est généralement financé par notre propre forme de prostitution. Et au-delà de ça, la chose éclose. La révélation qui arrive, qui techniquement est déjà présente maintenant avec la hausse des carburants, va être que toute notre société est basée sur une énergie à bon marché, le pétrole. Tous ces sujets ont été creusés, détaillés ad nauseam par toutes les personnes qui ont essayé de prévenir pendant des décennies ou des siècles ou des millénaires. Des millénaires, on n'arrive pas au problème de l'énergie, et encore, quelques citations du Chuang-Tzu seraient appropriées. En dépendant intégralement du pétrole, qui nous a donné un pouvoir jusque-là sans égal, qui a permis l'augmentation colossale de la population humaine, qui a permis l'augmentation de la richesse, l'augmentation des transports, l'augmentation, toutes ces capacités de changement, de mouvement et de modification des choses qui découlent de ce qu'on appelle l'énergie, sont ce qui a permis de façonner notre société. Toute la quantité d'informations, la quantité de connaissances qui nous est accessible, tout ça, ça découle directement d'un accès à une énergie à bon marché. Cette énergie à bon marché, inévitablement,
va se tarir. Les descriptions sur les énergies fossiles qui datent d'années et d'années, que ce soit depuis le Club de Rome ou avant, malgré le fait que les prédictions immédiates de grands changements sont masquées aux yeux du public par le fait que la vie quotidienne dans certaines zones peut être maintenue plus ou moins semblable, ou a été maintenue plus ou moins semblable, voire même par l'évolution technologique, il peut y avoir des perceptions d'amélioration, de progrès croissant. La réalité de l'épuisement des ressources finies, elle, est inexorable. Le fait qu'elle ne soit pas perceptible par le décalage croissant des gens, des milieux naturels, 10 000 espèces d'insectes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vues et dont vous n'avez strictement rien à faire disparaissent, ça n'a strictement aucun effet sur vous. Si la disparition de 10 000 personnes que vous aimez et qui sont importantes ou vitales dans le fonctionnement de votre vie se fait, il n'y a strictement rien qui puisse la masquer. Vous ne pourrez pas rater la disparition de tout ce qui vous entoure, qui est à votre échelle, que vous connaissez, dans lequel vous avez des intérêts. Par contre, la disparition de toutes les choses dont on a détourné totalement votre attention, elle ne cause rien du tout. Donc l'usage du fait qu'on ne perçoive pas quelque chose pour décrire le fait que cette chose n'existe pas, qui a été abondamment déployé pour maintenir le statu quo, est invalide. Pas de chance. Dans les situations de crise, la réalité de la pénurie, la réalité de nos dépendances apparaît immédiatement. Si le pétrole atteint 200 $, en passant à 100 $, on est occasionnellement à 2 €, en France sur le pétrole, quelque part dans cette fourchette. Il y a peut-être des endroits où ils s'autorisent à monter au-delà du 2,50 €. Ça, chaque jour, ça va monter. Le jour où j'enregistre cette vidéo, le conflit vient de passer dans sa phase nucléaire, c'est-à-dire qu'Israël a attaqué une centrale nucléaire et, utilisant sa stratégie de réciprocité, l'Iran a attaqué une centrale israélienne ou une base d'enrichissement. Est-ce que ça a été touché, l'échelle des dommages? Tout ça des deux côtés est complètement voilé par le brouillard de la guerre. Par contre, la réalité des intentions, attaquer des zones nucléaires sensibles qui peuvent causer des formes d'événements, suivant la nature des centrales, ça peut causer des échelles plus ou moins importantes de Tchernobyl ou de micro-Tchernobyl. Ça, on a passé ce pas-là. Comme on a déjà passé le pas d'attaquer les infrastructures civiles, à chaque fois dans le même ordre, les États-Unis ou Israël attaquent et l'Iran utilise la stratégie bien connue de tic for tac. Ils montent exactement l'échelle de leur réponse à l'échelle de l'attaque. Tout ça, ça a amené à un prix de l'énergie qui va rendre la totalité des activités économiques 2 fois plus cher à déployer. Toutes les activités dépendent de l'énergie. Par le jeu des fonctionnements, même si vos centrales électriques dépendent du nucléaire, vous êtes piégé dans le bloc européen. Une bonne partie des centrales sont thermiques. Une bonne partie dépend du gaz. Les attaques sur les grandes centrales de gaz vont faire s'emballer complètement les cours, ou ont déjà fait s'emballer complètement les cours, mais ça va empirer au fur et à mesure que la situation dure. Et que même si la situation ne durait pas et s'arrêtait, l'inertie de la chose ne changerait pas la situation, en tout cas à une échéance suffisamment rapide
pour empêcher les effondrements économiques. Et donc la suite, c'est la plongée dans le monde réel. En tout cas dans le monde qui correspond à une forme de réalité qui est vécue par toutes les personnes qui ne vivent pas dans la grande richesse. Toutes les personnes qui vivent en proximité du monde naturel, toutes les personnes qui vivent dans la grande pauvreté sociale, à la rue, etc. Et cette pauvreté fait apparaître le fait que les ressources sont limitées. Les ressources sont limitées, il y a une compétition pour ces ressources. Et les manières de gérer ces ressources changent dramatiquement ce qui va être disponible à courte ou moyenne échéance. Donc les premières choses à comprendre maintenant vont être liées aux aspects de survie. On se trouve sur une plage, le bateau est en flammes ou le bateau est naufragé plus loin. Sur cette plage, la marée va déposer des quantités de restes, des traces de tout ce qu'on a eu sur le bateau. La mémoire va transposer des quantités de restes de nos manières de percevoir le monde, de nos hiérarchies, de nos structures, de dominance, etc., sur la plage, de nos structures d'opposition. Sur cette plage, la première chose qui va déterminer la capacité à survivre, avant toute pénurie de ressources, avant toute autre chose, avant que tout danger venu du milieu se manifeste, la première chose qui va se produire, c'est est-ce qu'on va s'entretuer par récrimination sur ce qui s'est passé, par remise en question des structures ou par tentative des structures sociales, par tentative de les perpétuer dans une situation qui n'a plus rien à voir, ou pas. Est-ce qu'on s'entretue entre survivants sur la plage, ou est-ce qu'on trouve des manières de, à l'idéal, collaborer, coopérer, au pire, se donner des espaces et coexister, se tolérer. Si ce n'est pas le cas, avant qu'il y ait le moindre autre danger, la première chose qui va se produire, c'est qu'on va s'entretuer. Donc, en s'entretuant, on va inévitablement s'affaiblir, on va perdre toutes les ressources potentielles que nos apparents ennemis pouvaient avoir en eux, toute leur boîte à outils, toutes leurs expertises, toutes leurs connaissances. Certes, on a l'impression qu'on vient de gagner une quantité de ressources en sacrifiant des êtres qui ont été en compétition avec nous pour ces ressources, mais le prix de tout cela, c'est une perte de main-d'œuvre, une perte d'expérience, de compétences, de connaissances, qui bien souvent sera supérieure au gain apparent. Donc c'est avec ça que je vais boucler ma première vidéo. Première chose à penser, en survie longtemps avant que vous arriviez dans la gestion des ressources avec ces modèles classiques des 3S, survivre 3 secondes sans information vitale, survivre 3 heures sans gestion de la chaleur interne en situation dans un milieu extrême, survivre 3 jours sans eau, survivre 3 semaines ou 3 mois sans nourriture, survivre ensuite des échéances plus ou moins longues avec des carences spécifiques de type de nourriture ou de type d'approvisionnement. Tout ça n'a pas du tout voix au chapitre dans le début d'une crise. Dans le début d'une crise, c'est très simplement est-ce que on va se tuer avant que les conditions nous tuent, ou est-ce qu'on va être capable de dépasser le choc et de rentrer dans des formes d'entraide, ou au moins dans des formes de non-opposition, de non-destruction mutuelle. Suite au prochain épisode.